Alors, je suis saisi d'un amendement faisant l'objet de sous-amendements. Il s'agit de l'amendement 251 que va nous présenter Madame la Présidente Mastier. Merci, Monsieur le Président Le Fur. Cet amendement propose de donner une possibilité nouvelle à toutes les communes de France à propos de la taxe de séjour. Vous savez que la taxe de séjour est pour le moment, et ce depuis plus de 10 ans, plafonnée à 1,50 € et seule la loi peut relever ce plafond. Donc je propose à travers cet amendement 251 de réévaluer le plafond bloqué depuis trop longtemps à une somme ridiculement basse. C'est une possibilité ouverte aux communes, ça n'est en aucun cas naturellement une obligation. Alors, je donne la parole à Monsieur Lefebvre pour le sous-amendement 401. Oui, je partage l'objectif visé par l'auteur de l'amendement, mais c'est vrai que c'est longtemps resté 1,50 €, passer à 10 €, c'est beaucoup, donc je propose de mettre un plafond un peu plus bas, à 8 €. Merci. Madame la rapporteure générale, quelle est l'opinion de la Commission ? Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame Mastier, vous proposez de réformer la taxe de séjour et d'en relever en tout cas le plafond de 1,5 à 10 €. Alors, tout d'abord, l'amendement intervient alors même que nos collègues Rabin et Woerth n'ont pas encore rendu la conclusion de leur mission qui porte sur la fiscalité du tourisme et qui, je crois, conclusion qui doivent intervenir d'ici 2-3 semaines. Donc je reconnais que effectivement l'opportunité de cet amendement aujourd'hui aurait sans doute bénéficié peut-être des conclusions de la mission qui doit intervenir dans quelques semaines. J'en profite aussi pour dire que le rehaussement de cette taxe, par exemple, il y a un certain nombre de sujets, mais qui, je pense, seront abordés par la mission, notamment le fait qu'il existe une taxe, surtaxe départementale, qui aujourd'hui est prélevée par 20 départements et pas plus, qui rapporte 9 millions d'euros, ce qui est très faible. Elle ne règle pas la question du champ des exonérations, les difficultés de recouvrement qui sont à la charge des communes. Donc, toutes ces questions-là demeurent aussi, et je pense qu'elles seront abordées dans les conclusions que nous remettrons Madame Rabin et Monsieur Woerth. Alors, à ce stade, notre commission a rejeté l'amendement tel qu'il est proposé. Donc, je pense que voilà, nous allons écouter la position du ministre sur ce point-là, mais il a été rejeté par notre commission. Sur l'amendement de Monsieur Lefebvre, il n'a pas été examiné par notre commission. Il propose donc de baisser de 10 à 8. Donc, j'ai mis un avis de sagesse. De 10 à 8 €, pardon. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a une série d'amendements concernant la taxe de séjour. Certains concernent l'Île-de-France, d'autres la ville de Paris, d'autres toute la France. J'ai dit, oui, mais il y en a un qui concerne l'Île-de-France, l'autre la ville de Paris, me semble-t-il. Non, alors j'ai mal. Il y en a un qui concerne toute la France et l'autre l'Île-de-France. Pardon, Madame la députée, j'ai mal travaillé mon sujet. Et je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que le gouvernement se prononcera pour la sagesse sur l'ensemble de ces amendements. Voilà, il n'est pas opposé à un principe. Notre préférence, je vous le dis, eût été d'attendre les conclusions du travail conduit par votre Assemblée. J'ai cru comprendre qu'il y avait une insistance particulière. Certains considèrent comme urgente de prendre ce type de décision. Le gouvernement, donc, dira sagesse sur l'ensemble de ces amendements. Merci. Alors, j'ai plusieurs demandes de prise de parole. Madame Attard, puis Madame Rabin et Monsieur Cherki. Oui, Monsieur le Ministre, je voudrais juste dire que nous ne sommes pas opposés à une réévaluation de cette taxe de séjour qui, effectivement, aurait dû être réévaluée déjà depuis de nombreuses années. Par contre,
passer de 1,5 à 10 euros. Donner cette possibilité aux collectivités, je pense que ce n'est pas la solution au problème. Lorsque les offices de tourisme et les collectivités nous parlent de la taxe de séjour, ils nous disent surtout qu'il y a un problème de perception de cette taxe, parce qu'il y a des hébergeurs qui jouent le jeu et d'autres qui ne déclarent pas la moitié, voire encore moins que ça, des nuitées réelles dans leur établissement. Il est là le problème. Ce n'est pas une question du coût. Là, on va faire peur à tout le monde. Alors évidemment, sur la région parisienne, 10 euros, comme j'ai pu le dire précédemment, 10 euros sur une chambre à 250, on peut effectivement considérer que ce n'est pas grand-chose. Pour les classes moyennes qui voyagent grâce au RTT depuis quelques années et qui doivent payer deux chambres d'hôtel pour leur famille, excusez-moi, mais c'est tout simplement énorme. Voilà. Merci. Madame Rabin, la parole. Monsieur le Président, merci. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'on est quand même quelquefois en perte de sens par rapport à la fiscalité. Je crois que la taxe de séjour doit être vraiment une taxe destinée à la promotion touristique des collectivités locales. De ce point de vue, je pense que Madame Mastier a raison. La taxe de séjour est vieille, elle a besoin d'être dépoussiérée, le barème est trop faible. Je prends l'exemple de la ville de Paris parce que je n'ai pas en tête les chiffres de la Côte d'Azur ou de Biarritz ou de Deauville, mais sur la seule ville de Paris, le produit de la taxe de séjour est de seulement 40 millions d'euros. Si on appliquait à peu près les règles de Berlin ou de Bruxelles, la ville de Paris pourrait imaginer percevoir 120 à 130 millions d'euros. Donc, je pense que la demande est légitime à terme. Mais faisons attention à plusieurs choses. En améliorant la taxe et en lui donnant un plus juste prix, le plus juste prix n'a pas été fixé, mais ça peut être entre 5 et 9 euros, par exemple, effectivement, nous créons quand même une inéquité entre ceux qui déclarent, et je suis d'accord avec ma collègue, entre ceux qui déclarent une taxe de séjour et qui vont la voir augmenter. Et par exemple à Paris, puisque j'ai ces chiffres-là en tête, il y a 20 000 chambres qui ne sont pas déclarées. Le plus souvent à l'impôt sur le revenu, mais de toute façon pas à la taxe de séjour. Donc c'est le travail que nous effectuons dans le cadre du rapport. Ce rapport sera remis dans à peu près 2 semaines. Moi, je vous propose de porter tous ensemble une amélioration au texte dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. Pendant 2 jours, nous nous sommes dit non, on ne peut pas légiférer sur tel et tel point parce que c'est plutôt un thème du projet de loi de finances initiale. Moi, je vous le dis, attendez quand même ce rapport et puis on pourrait faire des propositions qui vont dans le bon sens pour toutes les collectivités qui accueillent beaucoup de touristes, mais faisons attention à conserver l'attractivité et à trouver la juste mesure. Merci, Monsieur Cherki, puis Madame Mastier. Non mais, moi j'entends ce que vient de dire notre collègue Monique Rabin, dont je salue les travaux dans le cadre de la mission. Le sujet en fait est assez simple. C'est de donner une faculté aux collectivités, ce n'est pas une obligation, de pouvoir, le cas échéant, relever le forfait de la taxe de séjour. Bon. Et de le monter jusqu'à, au départ, 10 euros. Qu'est-ce qui s'est passé en commission des finances? Et pourquoi ça a été rejeté? Il y avait 4 votants. Donc je relativise le vote. C'est que, et c'est une question qu'a soulevée très justement notre collègue Gilles Carrez, président de la commission des finances, c'est que comme derrière il va y avoir un amendement qui va créer une taxe additionnelle, notamment dans le cadre de la région Île-de-France, le président Carrez dit à juste titre, si vous mettez à 10 euros, la création de la taxe additionnelle n'a plus de sens. Bon. Et donc il faut le ramener à un montant qui soit un montant compatible avec une éventuelle taxe additionnelle. C'est donc la raison du sous-amendement de notre collègue Dominique Lefebvre, qui en ramenant à 8 euros, permet de faire cet ensemble cohérent. Et donc, d'une certaine manière, si on était rentré avec 8 euros dans le débat de la commission des finances, je pense que cet amendement aurait été adopté. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'est quoi? En fait, c'est assez simple. C'est notre collègue Attard qui disait ça, elle a raison. Dans l'absolu, il ne s'agit pas de dire que les communes qui décideraient de relever le plafond de la taxe de séjour le feraient pour toutes les catégories. Je veux dire, après, il y a un décret du gouvernement qui va intervenir. Il est bien évident que si par exemple une commune décide de la mettre à 8 euros
Et si on la porte à 10 € avec la taxe additionnelle, par exemple, dans une commune comme Paris, ça s'appliquera pour le Crillon. Bon, franchement, mes chers collègues, est-ce qu'au Crillon, c'est un drame pour le tourisme de faire payer 8 € au lieu de 1,50 € par nuitée? Par contre, comme il y aura une décomposition par type d'étoile dans le décret, il est évident que pour un Formule 1, c'est pas 8 € qui s'appliquera. Et ça, c'est le travail que fera le gouvernement dans sa décomposition. Car, bien évidemment, il s'agit à la fois d'assurer plusieurs objectifs. La promotion du tourisme, qui est un élément qui est extrêmement important. Deuxième élément, le fait aussi d'avoir une modulation de cette taxe de séjour pour les communes qui auraient décidé d'en relever le plafond, de manière à pouvoir concilier à la fois un tourisme populaire de masse qui est indispensable, et en même temps le fait de faire participer quand même de manière raisonnable les clients des hôtels 4, 5 étoiles, et il y a des zones où c'est faisable de le faire, à Paris, sur la Côte d'Azur ou ailleurs, où franchement, quand on paye une chambre d'hôtel à 300, 400 € la nuit, c'est pas parce qu'on passera de 1,5 à 8 € que ça posera un problème à la clientèle. Par contre, ces sous qui seront rentrés dans les collectivités locales permettront à la fois une promotion très importante du tourisme, et deuxième élément aussi, le fait que comme nous sommes rentrés dans une situation où la ressource publique est plus rare, il faut aussi qu'on puisse dégager de nouvelles ressources si on veut continuer à avoir nos politiques publiques dynamiques. Voilà. Madame Mastier a la parole. Oui, je voulais dire à peu près ce que vient d'expliquer mon collègue Pascal Cherki, en indiquant que par ailleurs, effectivement, la possibilité est offerte, mais ce n'est pas une obligation, qu'effectivement, compte tenu du fait que la taxe de séjour est aujourd'hui, il y a un minimum de 20 centimes et un maximum de 1,50 €. Passer de 1,50 € à 10, c'est probablement d'un coup un peu important. Mais comme l'a fort justement expliqué Pascal Cherki, il y a, après la modification de la loi, la nécessité d'un décret que seul le gouvernement peut prendre pour fixer par catégorie d'hôtels le montant de la taxe. Donc, une fois qu'on aura voté ça, on n'aura encore rien permis vraiment aux collectivités. Donc, tout ce qui est déjà voté étant bon à prendre, comme les décrets étant longs à prendre, il vaut mieux, pour qu'ils soient pris dans des délais compatibles avec l'adoption par les collectivités qui le souhaiteront, et seulement par celles qui le souhaiteront, de prendre des délibérations, eh bien, il est temps de voter ce déplafonnement, cette réévaluation du plafond de la taxe de séjour, qui ne règle en aucun cas tous les sujets abordés dans l'excellent travail produit, entre autres, par Monique Rabin, mais nous n'avons pas cette prétention à travers cet amendement. Je mets donc aux voix le sous-amendement 401, donc qu'a défendu M. Lefebvre. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement de Mme Mastier ainsi sous-amendé. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Nous en venons à l'autre amendement 252. Madame Mastier, vous avez la parole. Madame Mastier pour le 252. Alors, le 252 porte sur l'abattement forfaitaire. Il y a un abattement forfaitaire de 40% qui est prévu par décret. C'est très bizarre. Voilà, qui est très injuste, puisque plus on a de chambres dans un hôtel, plus on bénéficie de cet abattement forfaitaire. Et donc, les petits hôteliers, avec des faibles nombres de chambres, payent davantage, finalement, que des grands hôtels aujourd'hui. Donc, c'est une possibilité, encore une fois, offerte de passer non pas de ce qui a été prévu par décret bizarrement, un abattement forfaitaire, c'est très étrange que ça a été prévu par décret, et c'est une possibilité offerte au gouvernement de le mettre dans la loi. Merci. Avis de la commission, madame la rapporteure générale. Cet amendement a été repoussé par la commission.
Bon, je comprends effectivement l'intérêt d'une telle mesure à Paris, dans l'optique d'avoir une taxation un peu plus lourde sur les hébergeurs qui relèvent du régime forfaitaire, comme les loueurs de courte durée. Mais je crois qu'il faut veiller à faire attention à ne pas pénaliser des hébergeurs comme des chambres d'hôtes, des gîtes, au regard de la taxe de séjour qui est due par des clients des hôteliers qui, eux, sont réels. Donc voilà, là je dis que la Commission a rejeté cet amendement. Sagesse également du gouvernement, Monsieur le Ministre, on a bien noté. Madame Rabin a la parole. Je peux vous la donner qu'une fois, pas en réponse, c'est pour ça. Mais là, vous l'avez, il n'y a pas de problème. Merci. Bon, les abattements, l'abattement, c'est un corollaire du premier thème. Je vous rappelle que ces derniers jours, nous avons enrichi notre gouvernement d'un nouveau secrétaire d'État à la simplification. Là, nous allons créer un abattement facultatif qui va venir conforter un abattement obligatoire. Moi, je crois qu'il n'y a plus aucune lisibilité dans ce que nous sommes là en train de faire. Donc, dans notre rapport, nous allons proposer un seul abattement obligatoire qui sera modulable par le conseil municipal. Ça répondra pour partie au premier sujet, mais un seul abattement obligatoire, c'est quand même plus clair qu'un abattement obligatoire et un abattement facultatif. Donc, je vous demande la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire attendre la loi de finances initiale, et je vous assure qu'on fera des propositions qui iront dans ce sens. Madame Mastier a la parole. Oui, pour des raisons vraiment de délai. L'amendement précédent était extrêmement important, mais j'aurais préféré de présenter l'amendement précédent après la remise du rapport de Madame Rabin. Donc je retire cet amendement. Il est donc retiré. Nous en venons à des amendements soumis à discussion commune. Madame Sass pour le 150. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement que nous avons présenté à plusieurs reprises et que vous connaissez donc bien. Il s'agit là de créer un versement en transport au profit des régions, un versement additionnel et interstitiel. Je voudrais simplement, dans cette enceinte, à nouveau, insister sur la nécessité de trouver un financement pérenne et stable pour les régions pour financer le transport collectif. C'est un problème qui revient à plusieurs reprises, sur lequel finalement tout le monde est d'accord sur le principe, mais qui n'avance pas dans les faits. Donc on peut peut-être discuter de l'assiette sur laquelle est assise le versement transport, puisqu'il est assis, comme vous le savez, sur les salaires. Mais néanmoins, je voudrais qu'on puisse acter tous ensemble aujourd'hui dans cette enceinte qu'il y a un problème de financement pérenne et stable des transports collectifs en région et qu'il faudra absolument trouver des solutions, peut-être pas dans ce PLFR, mais au minimum dans la loi de finances initiale 2015, pour enfin que les régions puissent être autonomes pour financer leurs infrastructures de transport. C'est vraiment une demande très forte de la part des régions et je crois qu'il y a des régions aujourd'hui qui souffrent très fortement de ne pas pouvoir développer leur réseau de transport collectif. Monsieur Charroux, pour le 226, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, c'est sensiblement le même amendement que nous proposons ici en visant la création d'une part de versement transport au profit des régions. Et nous proposerons dans le même esprit, lors du prochain PLF, la création de nouveaux livrets d'épargne sur le modèle du livret A pour des prêts à très long terme afin de financer des projets et des investissements réalisés par les collectivités territoriales et améliorer les performances des réseaux de transport. Il faut, je pense, des initiatives dans ce sens. Merci. Madame la rapporteure générale sur ces amendements. Oui, Monsieur le Président, la Commission a repoussé ces deux amendements. Alors aussi au regard des montants concernés, je rappelle que pour la région Île-de-France, le produit des versements de transport rapporte 3,5 milliards d'euros. Pour les autres régions, c'est 3,8 milliards d'euros. Donc ce sont des montants qui sont clairement importants. Et pour ces raisons, entre autres pour ces raisons, la Commission a rejeté ces deux amendements. Monsieur le ministre, le sentiment du gouvernement. Le but de nos travaux n'est pas forcément d'alourdir la fiscalité. Or, vous proposez là un prélèvement supplémentaire extrêmement important
dont l'assiette d'ailleurs est assise sur la masse salariale, ce qui n'est pas, enfin, ce qui peut avoir un lien effectivement avec les infrastructures de transport, mais n'est pas forcément le plus intéressant en matière de compétitivité des entreprises. Le gouvernement est donc défavorable à cet amendement. J'ai dit défavorable. Monsieur Cherki a la parole. Bon. Moi, je prends acte de la décision du gouvernement. Je regrette qu'à partir du moment où nous offrons une faculté à la région Île-de-France et qui est tout à fait nécessaire, on ne puisse pas la permettre pour d'autres régions. Voilà. Bon. Alors, donc les amendements sont maintenus. Je les mets aux voix. 150 et 226. Non, ils sont distincts. Hein. Je mets d'abord aux voix le 150, celui de Mme Sass, qui est pour. Contre. Il est rejeté. Maintenant, le 226, M. Charroux, qui est pour. Contre. Il est rejeté. M. Blin, pour le 274, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit, par cet article, de préciser des mesures qui étaient devenues guère lisibles avec le temps qui passe, puisque depuis 1971, les associations reconnues d'utilité publique qui poursuivent une vocation sociale étaient exonérées sous certaines conditions du versement transport, et les associations qui leur sont affiliées l'étaient également sans que la nature du lien d'affiliation soit précisément définie, ce qui a ouvert à un certain nombre de contentieux ces dernières années, exposant les associations à des redressements particulièrement compliqués pour elles à assumer. Cet amendement permet donc de repréciser le périmètre de l'exonération dont bénéficient les associations reconnues d'utilité publique. Certaines pourront, de droit, bénéficier de l'exonération du versement transport. D'autres, celles qui leur sont affiliées, pourront bénéficier d'une exonération délivrée par les OAT, de façon à ce qu'elles soient de même exonérées si ces dernières le souhaitent. Merci, mon cher collègue. Madame la rapporteure générale. Avis favorable de la commission. Merci, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, cet amendement prend en compte la situation d'un secteur, l'économie sociale et solidaire, qui est cher à un certain nombre de parlementaires. Je pense à Régis Juanico, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, Yves Blin aussi, et d'autres. Quand on commence à en citer, on risque de vexer ceux qu'on ne cite pas. Mais je voudrais saluer le travail qui a été fait, puisque ceci vise à sécuriser une situation juridiquement un peu trouble, compte tenu de l'attitude de certaines AOT qui sont appuyées sur des décisions de l'URSSAF de faire des redressements par rapport à la perception du versement transport sur une part de l'activité de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, l'amendement a été travaillé, il a été évoqué dans l'examen du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Il a été concerté avec les associations, avec le gouvernement, et vous avez maintenu des critères précis pour définir le public éligible de plein droit à l'exonération du versement transport. Tout ça présente des garanties appréciables et font progresser le droit, et vous ouvrez donc ainsi aux organes délibérants des AOT la possibilité d'élargir par délibération le champ de l'exonération. Donc, vous permettez aussi, par cet amendement, des délibérations pluriannuelles pour l'exonération, ce qui est pragmatique. Donc, pour toutes ces raisons, le gouvernement remercie les auteurs de l'amendement, Régis Juanico, Yves Blin, Dominique Lefebvre pour le groupe socialiste, et émet un avis favorable à cet amendement. Monsieur Juanico, vous avez la parole.
Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, pour remercier le travail qui a été effectué par le rapporteur au fond du projet de loi économie sociale et solidaire, Yves Blein. On a co-signé avec Dominique Lefebvre cet amendement, mais on pourrait associer aussi d'autres collègues, bien évidemment, sur les bancs de la majorité ce soir. Comme je l'ai dit hier, dans le projet de loi économie sociale et solidaire, nous avons voté une quinzaine de mesures extrêmement favorables à la vie associative, que ce soit des mesures de simplification administrative, que ce soit des mesures de sécurisation financière et juridique, que ce soit des mesures de reconnaissance du bénévolat et de l'engagement associatif, que ce soit les nouveaux outils de financement. Cet amendement, qui sera voté ce soir dans le projet de loi de financement rectificatif, avec l'avis favorable du gouvernement et de la rapporteure, va permettre de compléter utilement cette série de mesures extrêmement favorables aujourd'hui pour l'économie sociale et solidaire et pour la vie associative dans notre pays. Merci. Donc, je mets aux voix cet amendement qui est le avis favorable du gouvernement, 274 qui est pour, contre, il est adopté. Le 182 n'est pas défendu. Et nous allons en rester. Monsieur le Président. Oui, mais on aborde toute une série d'amendements sur les finances locales. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai toute la nuit, j'ai pas de problème. Donc, le 220, Monsieur le Président, vous avez la parole. Indulgence, Monsieur le Président. Non, je vais le présenter très rapidement. En décembre dernier, dans le cadre du collectif de fin d'année, notre collègue Thierry Mandon a fait adopter un amendement qui modifie la pondération prise en compte pour le calcul de la contribution au fonds de péréquation intercommunal pour les syndicats d'agglomération, les anciens syndicats d'agglomération nouvelle qui se sont transformés en communautés d'agglomération. Et ça a permis pour ces structures, je pense notamment à Évry, mais aussi Monsieur Lefebvre à Cergy-Pontoise, ça leur a permis, alors qu'elles ont d'énormes charges qui ont été conduites à accueillir des dizaines de milliers de nouveaux habitants, ce sont des anciennes villes nouvelles, et donc à construire beaucoup d'équipements, ça leur a permis de préserver des finances qui sont extrêmement difficiles. Mais notre collègue Thierry Mandon a oublié qu'il existe encore des SAN qui n'ont pas encore été transformés en communautés d'agglomération. Et en particulier, il y en a un dans le secteur 4 de Marne-la-Vallée, donc en zone de logement extrêmement tendue, sur lequel doit être lancé un programme de plusieurs milliers de logements. Et pour pouvoir financer les équipements liés à l'accueil de ces milliers de logements, il ne faut pas que les finances se trouvent complètement grevées par une envolée de la contribution au FPIC. Donc l'amendement consiste tout simplement à étendre la mesure de l'amendement Mandon de l'an dernier aux syndicats d'agglomération nouvelle existants. Cela dit, j'ai conscience, Monsieur le Ministre, de ce que nous sommes en loi de finances rectificative. Merci. Madame la rapporteure générale. Oui. Alors, Monsieur le Président a parfaitement raison de soulever ce point qui crée une difficulté pour les SAN existants. Et vous avez aussi rappelé ce que nous avions dit en commission, que ça fait plutôt partie d'un projet de loi de finances initiale qu'une loi de finances rectificative. Alors, la commission pour cette raison-là, la commission a repoussé votre amendement. Pour autant, et elle en a longuement débattu, elle reconnaît qu'il y a une difficulté pour les SAN et qu'il faudra bien évidemment l'aborder à l'occasion de la loi de finances. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Dans sa présentation, le président Carrès nous a tendu la perche. Je pense qu'il avait anticipé un peu ma réponse s'agissant d'une loi de finances rectificative, ce genre de sujet qui est assez technique, qui a un impact financier, puisque s'agissant du FPIC, ce qui n'est pas prélevé sur les uns va nécessairement venir en diminution de ce qui est reversé aux autres, s'agissant, me semble-t-il, selon premières estimations, d'une douzaine de millions d'euros. Nous n'avons pas eu le temps matériel de simuler les impacts. Donc le sujet est soulevé, il est intégré dans notre réflexion collective et je pense que, Monsieur le Président, vous pourriez revenir si vous retiriez cet amendement en deuxième semaine au moment de la loi de finances initiale et nous pourrions à ce moment-là regarder cette question. Est retiré, le 67 n'est pas défendu, le 66 pas davantage, le 65 pas davantage. Souhaitez-vous défendre le 119, Monsieur le Président, ou on attend demain, Monsieur le Président Carrez? On attendra demain, voilà.
Donc, prochaine séance, demain à 9h30, discussion en procédure d'examen simplifié des 6 projets autorisant la ratification de conventions internationales. Discussion sur le texte des commissions mixtes paritaires du projet de mise à l'accessibilité des établissements recevant du public, de la proposition de loi de lutte contre la concurrence sociale déloyale, de la proposition de loi sur le développement de l'encadrement des stages, suite du projet de loi de finances rectificative pour 2014, deuxième lecture du projet de loi de l'égalité entre les femmes et les hommes. La séance est levée.